Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Salut mes petits roudoudous. Salut. Et bienvenue dans ce nouveau mag avec au programme aujourd'hui les aventures de Spider-Man, des revues lugiennes telles que Marvel ou des albums de l'araignée, et les petits oubliés de l'histoire lugienne avec les deux encyclopédies Marvel de A à Z qui ont été des mines d'informations pour les lecteurs passionnés de Marvel. Allez, envoyez le ketchup. La lecture de la semaine est consacrée à l'intégrale numéro 2 de Spider-Man, publié chez Panini et qui regroupe les épisodes de l'année 1964, à savoir les numéros 8 à 19, ainsi que le premier annuel consacré aux tisseurs, tous signés Stan Lee et Steve Ditko. Répète! Stan Lee et Steve Ditko. L'album est assez épais puisqu'il y a plus de 320 pages, on s'est pas foutu de votre gueule, hein, mes petits loulous. Cet album est intéressant car il nous propose de redécouvrir pas mal de personnages introduits en 1964 qui pour la plupart ont marqué de leur empreinte l'histoire de Spider-Man avec, en tête de liste, le bouffon vert. Le premier super vilain est aussi kitsch que mineur dans l'histoire des vilains Marvel. Aussi fascinant qu'une vidéo d'Enjoy Phoenix, le cerveau vivant apparaît dans l'Amazing Spider-Man numéro 8 de janvier 1964 et franchement, c'est pas une réussite. Mais l'Amazing Spider-Man numéro 9 de février 1964 relève le niveau de crédibilité vilaine avec la première apparition d'Electro, un nouvel ennemi pour le tisseur qui deviendra emblématique par la suite puisqu'il n'a jamais lâché prise à l'instar de Claude François. Le maître de l'électricité est une menace si puissante que même la force de Spider-Man ne peut rien contre lui. Max Dillon souffre d'un complexe d'infériorité et il booste son ego en se servant de ses pouvoirs électriques. Après, on les connaît, les mecs qui ont des gros bazookas, il faut qu'ils compensent, si vous voyez ce que je veux dire. L'Amazing Spider-Man numéro 10 de mars 1964 introduit des ennemis aussi secondaires que mineurs dans la personne des Exécuteurs, un groupe de gangsters à la noix composé de Toro le Colosse, Montana le spécialiste du lasso et Fancy Dan le spécialiste des arts martiaux. Cet épisode a été publié en France dans le Marvel numéro 5 d'août 1970 que je possède et que je vous montre avec cette générosité de l'instant qui me caractérise. Oui, je suis comme ça, je ne me refais pas. Le numéro 11 et 12 d'Amazing Spider-Man nous offre le retour du tentaculaire Dr Octopus qui, une fois de plus, fait des misères à l'araignée. Cette histoire est parue en France dans le Marvel 6 et 7 de 1970 ou dans l'album numéro 9 de l'araignée, intelligemment appelé par Lug Dr Octopus. On sait que toute l'équipe créatrice de la maison lyonnaise s'est surpassée dans la recherche d'un titre adapté. Sans faire plus de mystère en fumée, le numéro 13 d'Amazing Spider-Man nous présente la première apparition de Mysterio, lui aussi personnage redoutable, qui connaîtra une carrière de vilain emblématique dans les aventures du tisseur. Cet épisode a été publié en France dans le Marvel numéro 8 de novembre 1970, dont je possède un exemplaire et que je vous montre ici avec toujours autant de générosité et de passion. Ah bah tu parles. Ceux de ma génération ont pu découvrir la première aventure de Mysterio dans l'album numéro 7 de l'araignée datant de 1979, que les créatifs de Lug ont encore baptisé intelligemment Mysterio et les Exécuteurs. Je me demande si ces gens ont été rémunérés pour cet instant de génie. Bon alors attention, on ne rigole plus avec le numéro 14 de l'Amazing Spider-Man puisqu'il nous offre la première apparition du bouffon vert. Eh ben voilà. Lee et Ditko ne prennent pas la peine de discuter de son identité secrète. Ils ont un personnage intéressant pour la galerie de vilains et ils se disent qu'ils pourront résoudre le mystère le moment venu. En fait, il semblerait que Ditko a toujours imaginé le bouffon comme étant Norman Osborn, qui d'ailleurs apparaît pour la première fois en arrière-plan dans The Amazing Spider-Man numéro 23 en avril 1965, et cela sans être nommé. C'est en tout cas ce qu'affirmait Ditko à l'époque. Pour en revenir à cet épisode 14, il faut bien admettre que cette première histoire avec le bouffon est assez décevante, et cela malgré la présence en guest star de Hulk. Sachez que vous pouvez lire cette première apparition du plus populaire ennemi de l'araignée dans Marvel 9, mais également dans le premier album de l'araignée datant de 1977 et qui s'appelle Le Bouffon Vert. Non, sérieux, j'arrête de dire ce que je pense des créatifs de chez Lug. Il faudra attendre l'Amazing Spider-Man numéro 17 pour que le bouffon vert soit enfin un vrai bâtard de sa mère, à hauteur de sa réputation d'ignoble vilain. Cette aventure a été publiée dans le Marvel 12, que je vous présente ici, et dans l'album numéro 1 de l'araignée. Dans le numéro 15 d'Amazing Spider-Man, c'est le retour du caméléon et la première apparition de Kraven le chasseur, sorte de croisement entre Tarzan et les chasseurs d'animaux sauvages tels Cliff Betty ou Frank Buck. Vous ne savez pas qui c'est ? Eh ben renseignez-vous un petit peu là, mes petits loulous. Alors juste pour l'anecdote, Kraven c'est le demi-frère du caméléon. Ah bon ? Ouais. Dans le numéro 16, on nous offre une guest star de choix dans la personne de Daredevil en septembre 1964. Je vous rappelle que le brave Dédé était une toute nouvelle star de Marvel car il était apparu en avril de
cette même année 1964. Le numéro 18 d'Amazing Spider-Man voit le retour de l'homme sable. Quoi? Mais non, pas toi, dégage. Spider-Man rencontre également à nouveau la Torche Humaine dans le numéro 19 pour justement défaire l'homme sable. Enfin, dans l'annual numéro 1 d'Amazing Spider-Man de septembre 1964, nous assistons à la première formation des Sinister Six, qui constitue la team-up d'ennemis de l'araignée avec Electro, le Vautour, le Docteur Octopus, Kraven, l'homme sable et Mysterio. Si l'ensemble de ces aventures semble avoir mal vieilli, il n'est pas désagréable de relire ces histoires rien que pour les premières apparitions des super-vilains dont beaucoup vont devenir emblématiques, à commencer par le Bouffon Vert. Le travail de Ditko n'évolue certes pas beaucoup par rapport à l'année 1963, avec un découpage de cases qui reste dans la norme de l'époque, à savoir les fameuses 3 bandes par page. Peu de plans d'ensemble et des expressions des visages peu convaincantes, c'est plutôt les joutes acrobatiques du tisseur qui donnent du dynamisme au scénario de Stan Lee. Toutefois, dans l'annual, avec les Sinister Six, Ditko se lâche un petit peu plus en nous offrant des pleines pages qui donnent de la pêche aux aventures de Spider-Man. Par contre, du côté du scénario, ça bouge puisque Peter Parker s'affirme de plus en plus comme un super-héros, apprenant combien il est difficile d'être un super-héros de plus en plus populaire tout en protégeant son anonymat. Ses ennemis sont d'ailleurs de plus en plus revanchards et l'ont à présent vraiment dans le nez, alors que jusqu'alors, il n'était qu'un simple obstacle. Si les premiers épisodes de 1964 restent classiques, on voit quand même une évolution puisque Stan Lee échappe à l'écueil du méchant du mois pour faire des histoires en plusieurs parties. C'est mieux, non? Le personnage se développe petit à petit et on voit un adolescent confronté aux ennuis de la vie quotidienne avec une tante May malade, et puis elle coûte cher la vieille, et également des déboires amoureux entre sa romance bancale avec Betty Brandt, tandis que Liz Allen au lycée commence à lui tourner autour. L'adolescent lambda et ses problèmes du quotidien avaient vraiment du sens pour les lecteurs de l'époque et Stan Lee a su donner une grande force à son personnage pour que les lecteurs restent accros au tisseur. Non. Bref, c'est un album Panini à avoir si on est un inconditionnel de Speedy. Aujourd'hui, mes petits roudoudous, j'aimerais vous rappeler au bon souvenir de l'encyclopédie Marvel de A à Z, éditée chez Lug à la fin des années 80. Ça ne fait pas mal au sein de nous rappeler de cette éphémère publication des maisons lugiennes. Car oui, il y a eu que 2 tomes de publiés chez Lug en 1987 et 1988, avant que Semic ne reprenne la main, et c'est de ces 2 tomes de la maison lugienne que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, alors en avant la musique. Le premier tome date de décembre 1987. Il est épais et fourni... Comme ma bite. ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas faite celle-là. Bon allez, on a eu un petit moment d'euphorie, mais il faut se reprendre. Oui, bref, il rassemble toutes les fiches des personnages Marvel, allant de Abomination à Champion of Xander, et vous voyez comme ça fait plaisir aux mirettes, mes belettes, de revoir ces beaux dessins. La fiche personnage est généralement composée d'un portrait en pied, vu de face, du personnage. Dans une petite colonne à côté, on a le droit à un texte décrivant son origine, ses pouvoirs et autres spécificités, mais aussi l'état civil, la taille, le poids ou la situation familiale. Cela a autant d'intérêt qu'un livret A. Outre l'origine des pouvoirs, il y a aussi des explications techniques sur les principaux équipements des personnages et parfois il y a une illustration du personnage en action tirée des comics. Je vous montre aussi le second tome lugien sorti en décembre 1988 qui reprend le même format et les mêmes descriptions et qui va de Charlie Vancett à Enfoncer que je ne connais pas du tout. Ces bouquins étaient vraiment les éléments indispensables pour ceux qui voulaient en savoir plus sur les personnages Marvel. Mais d'où ça vient cette idée, allez-vous me demander de façon presque intéressée? Non. Eh bien, cher viewer, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, Lug avait décidé de publier cette série qui était tirée de l'Official Handbook of the Marvel Universe, datant de 1982-83. Il s'agit d'un guide encyclopédique au format des comics qui avait pour objectif de recenser tous les personnages, les équipes et les lieux de l'univers Marvel. C'est Jim Shooter, le rédacteur en chef de Marvel Comics à l'époque, qui avait imaginé de publier un guide de statistiques détaillées sur les super-héros à la manière de ce qui se faisait au dos des cartes à collectionner de baseball. C'est diablement cocasse ce que tu nous racontes là. C'est de l'ironie? Non. Face aux demandes des lecteurs fanatiques qui le bombardaient de questions comme « Comment l'invisible devient-elle invisible ?» Ouais, non mais... on s'en fout. Ah là là, il est trop con. ou « Quelle sorte d'énergie sort des yeux de Cyclope ?» Jim Shooter estima qu'il fallait apporter des réponses concrètes aux lecteurs. La chose, est-ce que sa queue est aussi en pierre comme le reste de sa personne? C'est un secret de super-héros. J'aime bien des réponses précises ou ne me les donnez pas.
Le projet initial, qui devait s'intituler The Marvel Super Specification Handbook, a été confié à la supervision de Mark Grunwald. Ce dernier l'a développé pour qu'il englobe toutes les données de l'univers Marvel. Il faut dire que lorsque Marvel avait commencé à travailler sur G.I. Joe, Larry Hama avait déjà créé des dossiers pour chaque personnage G.I. Joe avec leurs photos, leur nom réel, leur nom de code et leur talent. Ces dossiers avaient été ensuite incorporés dans l'emballage des figurines G.I. Joe. Et en 1983, Mark Grunwald, qui était l'assistant d'édition sur G.I. Joe, veut préparer la même chose pour tous les personnages Marvel. Dès qu'il devient éditeur, il propose The Official Handbook of the Marvel Universe. Son premier volume s'étend sur 15 numéros entre 1983 et 1984, et la série se révèle si populaire qu'une deuxième édition de 20 numéros sort entre 1985 et 1988 sous le nom de The Official Handbook of the Marvel Universe Deluxe Edition, dont je vous présente d'une main délicieusement nacrée quelques numéros que je possède du numéro 2 au numéro 6. Puis il y aura une autre série en 1989 dans la mini-série de 8 épisodes, Deluxe Edition Update 89, avec une mise à jour comprenant les personnages apparus depuis la version précédente, ainsi que les personnages récurrents sans super pouvoir. Moi j'ai le numéro 1 de juillet 1989. Oh. Pour en revenir à Lug, les éditions lyonnaises ont commencé à publier la première série de 1983-84 en janvier 1985 dans Strange 181 bis, et cela a duré jusqu'au 313 bis en 1996. Ah, ça me rappelle mon enfance de pauvre, pas vous? Puis les éditions Lug, et par la suite Semic, ont entrepris une édition plus complète, bien que non exhaustive, dans ces albums intitulés Encyclopédie Marvel de A à Z, vendus par souscription. Répète. Par souscription, oui je sais, c'est pas facile à dire. Et puis la perte de la licence Marvel par Semic en 1996 a laissé cette collection avec un parfum d'inachevé, un peu comme la dernière saison de Game of Thrones laisse un parfum de déception. Voilà mes loulous, je tenaise du verbe tenaiser à vous montrer ces deux petites perles rares qui sont devenues collector si on en juge par les prix indécents qui leur sont attribués sur les sites marchands. Certains d'entre vous ont dû posséder ou possèdent encore ces exemplaires, et si pour certains d'entre vous, vous entendez votre cœur battre, ça n'a rien à voir avec de la nostalgie, mais c'est plutôt votre cholestérol, je préfère vous le préciser à votre âge. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été voir un médecin ? Voilà, cette émission est maintenant terminée, mes petits roudoudous, j'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Laissez un pouce bleu si c'est le cas, et on se retrouve très bientôt avec tout plein de souvenirs et de vintage remplis de nostalgie. À bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches.